peu plus largement par la suite. Voilà, on réorganisera peut-être également un second webinaire dans les prochaines semaines d'ailleurs. Alors, donc les petites règles du jeu entre guillemets pour ceux qui nous ont rejoints un peu plus tardivement. On vous propose, on a coupé les micros aujourd'hui pour éviter les bruits parasites et que finalement on puisse dérouler la présentation dans de bonnes conditions parce qu'il arrive que certains vont et viennent suite à des problèmes de connexion. On vous propose aussi de couper les webcams pour faciliter le flux d'infos et notamment pour faciliter le passage de la présentation. On vous laissera du coup différents moments pour poser vos questions via le petit onglet chat et également pour répondre à quelques sondages qu'on a préparés pour vous. Il y a 10 questions qui ont été préparées, on vous proposera d'y répondre, on vous expliquera ça par la suite. Aujourd'hui, on sera 3 intervenants principalement. Els Pauwels du PCS, donc en Belgique, qui va principalement nous aider, Margot et moi, à répondre à vos questions. Puisque nous, on est seulement deux des 8 partenaires et donc on n'a pas complètement la maîtrise de tous les aspects du projet, même si on le connaît très bien. Donc moi-même, Bertrand Van Doorn, je suis enseignant-chercheur à l'ISA Lille, donc Junia depuis peu, et ma collègue Margot du pôle légumes, qui va pouvoir se présenter juste après, fera aujourd'hui la présentation avec moi. Donc Margot, je te laisse la parole du coup. Donc, bonjour à tous, Margot Kerdraon, je suis ingénieure d'expérimentation depuis à peu près 1 an au pôle légumes région Nord. Et donc, j'ai pris la responsabilité des essais Bio4Safe au sein de la station pôle légumes. Donc, je vais vous présenter un peu le projet Bio4Safe dans les grandes lignes en première partie. Ensuite, Bertrand vous présentera l'ensemble des capteurs qui ont été évalués et utilisés lors de ce projet. Ensuite, on vous présentera les résultats principaux des essais, de quelques essais qu'on a menés au sein du projet. Et puis enfin, on vous parlera notamment d'un livrable du projet qui est la base de données biostimulants en ligne et gratuite. Et aussi donc, en version française. Première diapo, donc je vais vous présenter les partenaires du projet. Donc, le projet concerne 3 pays, donc l'Angleterre, la Belgique, 4 pays, pardon, l'Angleterre, la Belgique, la France et les Pays-Bas. Donc, au niveau Belgique, donc, on a le PCS représenté par ELS aujourd'hui, donc, qui est une station de recherche, et aussi l'Université de Gand, qui est d'ailleurs aussi aujourd'hui représentée par CPE et Pauline, qui pourront nous aider aussi à répondre à vos questions si vous en avez. Donc ensuite, en Angleterre, on a l'Institut national sur l'agriculture et la biologie, donc le NIAB, qui est aussi partenaire du projet. En France, on a bien évidemment donc l'école l'ISA de Lille, donc aujourd'hui Junia, et donc le pôle légumes, la station de recherche du pôle légumes. Et enfin, aux Pays-Bas, on a donc la station de recherche Vertify, si je n'écorche pas le nom, qui est donc partie du projet, et ainsi qu'un producteur d'algues locales qui nous a fourni justement un biostimulant basé aussi aux Pays-Bas. Donc, tu peux changer de diapo, Bertrand. Donc, le projet Bio4Safe dans les grandes lignes, c'est de réduire l'utilisation d'eau et de fertilisants en utilisant à la fois des biostimulants, mais aussi des capteurs innovants afin d'optimiser justement l'utilisation de ces intrants et de mesurer l'effet de ces biostimulants. Et donc, ce projet cible tous les membres de la filière, du producteur au producteur de biostimulants en passant par les chercheurs. Donc, suivant. Alors, avant de parler plus profondément du projet, on souhaite d'abord vous définir un peu ce qu'est un biostimulant. Donc, c'est un simulateur des processus naturels de la plante.
via des substances ou des micro-organismes. Donc, vous avez quelques exemples cités juste en haut. Et donc, ils peuvent jouer sur quatre facteurs, à savoir améliorer l'efficacité de l'utilisation des nutriments, améliorer la tolérance au stress abiotique et ainsi améliorer la qualité des récoltes et améliorer aussi la disponibilité des nutriments via voilà, une meilleure absorption racinaire, par exemple. Donc, suivant. Alors, au niveau des livrables du projet, le projet s'est fixé de produire une étude de marché donc pour montrer le développement du business model sur la production de biostimulants à partir d'algues. Aussi des essais de démonstration qui vont être mis en place dans les stations partenaires et chez des producteurs. Une application web sur les biostimulants pour les producteurs et les maraîchers. Et enfin, un protocole normalisé sur l'utilisation des biostimulants et des capteurs pour justement optimiser leur utilisation et optimiser leur efficacité. Donc, la diapo suivante vous présente justement un exemple des travaux sur les études de marché. Donc, tu peux changer, Bertrand. Là, normalement, moi, je suis sur la diapo étude de marché, mais ça y est peut-être pas pour toi. Si, ça y est, c'est bon, Ok, ça bon. vient de changer. Okay, Il y a ça met un petit délai. Okay. Donc, ce livrable-là, sans rentrer dans les détails, nous permet un peu donc premièrement, d'évaluer en fait le marché d'utilisation de l'algue, notamment en bas à droite, dans quel domaine il est principalement utilisé. Et puis, ça nous permet aussi de voir que le projet Bio4Self permet de créer une économie circulaire, donc du producteur à la production d'algues, puis de nouveau au producteur, en fait, ce qui est justement le symbole de l'économie circulaire, avec voilà, une réutilisation notamment des nutriments qui ne sont pas utilisés en agriculture pour la production d'algues. Donc, cette production d'algues permet la production de biostimulants qui visent à réduire l'apport d'intrants et de fertilisation chimique. Et donc cela, ça contribue évidemment à une baisse des émissions de CO2, mais aussi de l'eutrophisation. Et enfin, il y a toute une partie de recyclage où justement, il y a ce symbole de l'économie circulaire, encore où je me répète, mais qui permet en fait de produire localement des algues et des biostimulants qui seront utilisés aussi localement. Donc ce livrable permet aussi de mettre en avant les partenaires du projet qui ont été cités précédemment, donc comme le PCS, l'ISA, le pôle légumes ou encore NIAB. Et enfin, permet aussi de donner quelques éléments sur la production d'algues et ce qui en est fait. Voilà. Alors, donc suite à cette présentation, on va vous poser une première question via un sondage. Donc, je vais laisser Bertrand publier le sondage. Et donc, on va vous demander en fait de vous positionner comme producteur, agronome, chercheur ou producteur de biostimulants. Donc, normalement, il vient d'apparaître. Donc, vous avez la possibilité de cocher la case qui vous correspond. Donc, on va vous laisser quelques petites minutes. S'il n'est pas apparu à l'écran pour vous, vous le retrouverez dans la partie chat, donc dans la partie discussion, donc représentée par la petite bulle, comme c'est montré en bas de la diapositive. Alors,
dans les premiers résultats, on voit qu'aujourd'hui, on est principalement en présence de conseillers, de quelques chercheurs, mais aussi de producteurs. Donc c'est bien, ça fait partie du public visé. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas apparemment avec nous de producteurs de biostimulants ni de décideurs politiques, mais on essaiera de pouvoir trouver ces catégories-là lors par exemple d'un prochain webinaire et d'une répétition de celui-ci. Ok. Voilà, en principe, vous avez les résultats avec, on est 56% ça bouge encore un peu, de conseillers, quelques producteurs présents également, j'ai pas le nombre, mais le pourcentage, donc 20%, et des chercheurs. Très bien. Je vous propose de passer du coup, je dois passer sur mon écran, à une seconde question. En tant que conseiller, producteur et chercheur, Margot, je te laisse la parole pour expliquer. Oui, donc le projet s'inscrit dans plusieurs types de cultures. Donc nous, notre objectif, c'est de connaître un peu les cultures qui vous intéressent le plus parmi celles qui vous sont proposées dans le sondage. Donc vous avez plantes ornementales, grande culture, production de fruits et légumes. Donc c'est le même système que la question précédente. Vous pouvez cocher la case et vous pouvez cocher aussi plusieurs cases si vous êtes concerné par plusieurs productions. Après, j'imagine que comme les participants sont très affiliés aux légumes, les questions sont principalement tournées vers fruits et légumes. En effet, hein, sur les 15 votants, on a déjà 60% qui sont concernés par la partie légumes, un peu les grandes cultures. Alors, et contrairement sans doute à ce qui s'est passé lors du webinaire en Belgique, on a peu ici, on n'a pas de personnes concernées par les plantes ornementales. Et c'est davantage ce qui est développé d'ailleurs aux Pays-Bas et en Belgique par nos partenaires du PCS et de Vertify, anciennement le Proeftuin Zwaardijk. Et donc c'est normal aujourd'hui, je crois, de retrouver cette distribution-là. Très bien. Petite question également sur les capteurs. Je vais la lancer de suite. Donc là, même système, hein, un sondage dans la zone de chat. Donc la question est simple, est-ce que vous utilisez des capteurs pour optimiser l'irrigation et ou la fertilisation? Je vois qu'on a déjà une grosse partie de réponses en non. Donc c'est intéressant, vous pourrez découvrir pas mal de choses dans la prochaine présentation. Pardon. En effet, là on arrive à nos 14-15 votants, je dirais, des autres questions. Donc on est effectivement à 70% de non. Vous le voyez, je pense, à l'écran. Donc l'objet justement juste derrière, c'est de vous présenter au moins les capteurs qui ont été utilisés ou sur lesquels on s'est penché dans le cadre du projet. On viendra sur ceux qui ont été utilisés plutôt dans les résultats du projet. Oui. Très bien, merci pour ces infos. Et donc du coup, je vous propose de passer justement à la présentation des capteurs. Donc ce ne sont pas que des capteurs qui ont été utilisés pour le projet, mais c'est globalement les capteurs qu'on a abordés ou les catégories de capteurs qui ont été évoquées pour ce projet. On a deux grandes catégories de capteurs qui ont été testés ou qui ont été étudiés. D'abord, ce qu'on a appelé, nous, des capteurs low-tech, des capteurs simples. Et je décrirai ensuite des capteurs plus développés, je dirais, plus complexes aussi. Donc, ce sont les capteurs high-tech que je présenterai juste par la suite.
Donc, dans un premier temps, sur les capteurs low-tech, on a étudié des paramètres sur différentes parties du système de production. On a utilisé des capteurs de sol, bien principalement, vous vous doutez, pour la partie eau du sol et irrigation et pilotage de l'irrigation. On a utilisé aussi des capteurs de pigments pour essayer d'aller voir l'état de stress et l'état de nutrition surtout de nos plantes, donc des capteurs qui sont non destructifs pour la plante. Je vais vous présenter tout à l'heure le Dualex, notamment le Polypen et le Green Seeker, ou en tout cas au moins leur principe de fonctionnement. Et enfin, et là ce sera une mesure destructive, on a utilisé des capteurs de potentiel hydrique des plantes, donc vraiment des capteurs pour voir l'état hydrique de nos plantes et l'éventuel stress que les plantes peuvent subir. L'avantage de nos capteurs low-tech, et vous allez le voir dans les différents exemples qu'on va développer, hein, c'est que ce sont des capteurs qui sont mobiles, pour la plupart facilement, avec des mesures rapides et simples à réaliser. On peut rapidement interpréter le résultat et ce sont des capteurs qui ne sont pas très chers, notamment en comparaison des capteurs high-tech que je développerai dans la deuxième partie de cet exposé capteur. Alors l'inconvénient, c'est que on a quelques infos très ciblées, mais pas d'informations générales sur l'état des cultures. Ces capteurs ne sont pas les plus sensibles, donc des capteurs qui donnent une information générale, mais pas toujours très sensibles aux paramètres qu'on souhaite suivre, surtout en termes de nutrition, c'est-à-dire que les pigments sont liés à la nutrition, mais on n'a pas que ça comme effet pour voir les variations de pigments, je dirais, ne sont pas liées qu'à ça, ça peut être lié aussi à des stress, et des plages de mesure parfois faibles qui ne permettent pas d'aller toujours caractériser correctement tous les stress. Je reviens à une présentation. Voilà. Dans les capteurs sols, on a utilisé des choses que vous avez peut-être déjà rencontrées par le passé, donc des capteurs, je vous dis, relativement simples, qui se vendent et qui se trouvent assez facilement dans le commerce. Des capteurs qui vont nous permettre, la plupart du temps, en suivant la conductivité du sol, d'aller donner une approximation de la disponibilité en eau et de la teneur en eau volumique de nos sols. Ces capteurs, en même temps que de mesurer la conductivité, souvent ils mesurent également la température, pour la simple et bonne raison que cette température vient ajuster en fait la mesure de conductivité quand on la transforme en teneur en eau. La température va influencer la mesure en fait et la conductivité du milieu. Et donc je vous disais, à partir de cette conductivité électrique mesurée par le capteur, des ABAC permettent de transformer ça, automatiquement ou pas, dans une teneur en eau volumétrique, nous fournissent en général en plus la température et permettent de voir quel est le statut du sol et permettent de déclencher notamment des phases d'irrigation. Alors, l'exemple de quelques capteurs qui ont été utilisés, c'est le Wet Sensor ou le Delta T, le SM150. Vous verrez ensuite qu'on a aussi utilisé des capteurs capacitifs qui fonctionnent globalement sur le même principe et qui permettent, eux, de mesurer à différentes profondeurs les teneurs en eau, enfin les conductivités et donc les teneurs en eau du sol par transformation de la donnée. D'autres principes de capteurs ont été aussi utilisés pour mesurer, je dirais, l'état du sol, l'état hydrique du sol, sont notamment des tensiomètres. Donc les sondes tensiométriques, elles ne vont pas mesurer une conductivité, donc un passage d'une onde électrique dans le sol, mais elles vont plutôt mesurer le potentiel hydrique du sol, c'est-à-dire la force avec laquelle le sol va retenir l'eau quelque part, qui est donc aussi la résistance qu'il peut y avoir à l'entrée d'eau dans la plante. Donc ça nous donne vraiment une idée de l'état potentiel de stress pour la plante ou de la difficulté que peut avoir la plante à aller chercher l'eau, ou à ce que l'eau rentre en tout cas passivement dans la plante. Et donc ces capteurs nous permettent en pratique, comme les capteurs de conductivité, d'essayer de déterminer l'arrivée d'un stress et donc de programmer aussi l'irrigation, notamment de déclencher au bon moment l'irrigation. Je vous ai dit, deuxième catégorie de capteurs qu'on a aussi utilisé et mis en valeur là, dans des capteurs simples et non destructifs, ce sont les mesures de pigments. Alors les pigments qui sont suivis et mesurés par ces capteurs, ça peut être la chlorophylle alors, principalement, mais aussi les flavonoïdes et les anthocyanes. Ces capteurs fonctionnent tous globalement sur le même principe, c'est-à-dire que ce sont des petites pinces, vous aurez des photos juste derrière, qui vont émettre un faisceau lumineux sur la feuille ou sur la partie de feuille qui est pincée justement par le système dans une certaine gamme de longueur d'onde, et cette gamme de lumière, elle varie en fonction du capteur. Et ensuite, le capteur va mesurer, alors la plupart du temps, va mesurer ici, quand je regarde en bas à droite, la lumière qui est réfléchie par la feuille,
Parfois également la lumière qui est transmise. Certains capteurs fonctionnent par rapport au niveau de transmittance, au niveau de la quantité de lumière transmise. Plus il y en a, quelque part, moins il y a de pigments. Et d'autres capteurs mesurent aussi la fluorescence chlorophyllienne. Tout ça pour essayer de donner une concentration en pigments qu'on peut rapprocher, que certains capteurs rapprochent directement à un niveau de nutrition de la plante, notamment le Dualex qu'on a utilisé, possède un paramètre, nous fournit un paramètre qui est un statut azoté de la plante au niveau de la feuille qui a été pincée en tout cas. Donc ça nous donne une idée de la composition en pigments qu'on peut relier quelque part à l'état de nutrition de notre plante. Donc je vous le répète, hein, c'est quelque chose qui est non destructif, qui permet d'évaluer ou d'essayer d'avoir une idée du stress abiotique. Alors on veut bien sûr lier ça au stress nutritionnel, mais bien entendu, si ce stress nutritionnel en azote, en phosphore vient se cumuler avec un stress hydrique, le stress hydrique a aussi un impact sur les pigments, donc difficile, je vous disais, c'est peu sensible, difficile de distinguer les deux stress. Mais l'objectif d'utiliser ces capteurs était de dire, tiens, quel est le niveau de nutrition, enfin quel est l'état nutritionnel de mes plantes, et du coup, quand faut-il également déclencher, ou est-il nécessaire de déclencher des apports supplémentaires. Les exemples de ce qui a été utilisé, donc je vous parlais du Dualex ici sur la gauche, qui donne vous le voyez, vous le devinez sans doute ici sur l'image, hein, qui donne une quantité de chlorophylle, de flavonones, d'anthocyanes, mais aussi un ratio qui s'appelle NBI, qui donne une idée sur l'état de nutrition azotée de la plante. Et puis d'autres capteurs utilisés également, que vous connaissez peut-être, le Polypen, le Green Seeker ou le SpectraCam, qui globalement fonctionnent sur les mêmes principes et qui ont les mêmes objectifs que le Dualex que nous on connaît mieux côté français. Troisième catégorie, donc après le sol, les pigments, le potentiel hydrique des plantes. Donc ici l'objectif, un peu comme on peut mesurer grâce aux bougies poreuses, au tensiomètre, le potentiel hydrique dans le sol, on peut aussi mesurer ce potentiel, cette facilité ou difficulté au mouvement d'eau ou en tout cas dans quel état hydrique est la plante. On peut le mesurer grâce à un système ici qu'on appelle la chambre ou la bombe à pression. Cette fois-ci, vous voyez que c'est un système qui est destructif et qui donne pas mal d'informations sur l'état de stress hydrique de la plante. Donc là, on va couper une feuille, placer cette feuille dans une chambre à pression et faire monter la pression dans le système. Quand on voit une goutte de sève apparaître au niveau de la tige, c'est qu'on est arrivé au niveau de potentiel dans la feuille. Et c'est intéressant d'avoir cette information pour comparer les différents traitements et voir lesquels sont les plus stressés, lesquels quelque part manquent le plus d'eau. Donc on est vraiment ici sur une mesure de la partie stress hydrique et donc plutôt liée à la partie irrigation. À côté de ces capteurs simples, non destructifs, sauf le dernier, et qu'on a qualifié de low-tech, on a toute une série aussi, on a quelques capteurs plutôt high-tech qui ont été utilisés. Là, vraiment, en tant que scientifique, je dirais, pour rentrer dans le fonctionnement des plantes et pour vraiment rentrer dans les processus physiologiques affectés par les stress qu'on a appliqués sur nos plantes. On va essayer, grâce à ces capteurs, de mesurer principalement et majoritairement la vitesse et l'efficacité des processus de photosynthèse, mais aussi la vitesse et l'efficacité des flux d'eau dans la plante, vous allez le comprendre. On a suivi différents paramètres et on n'a pas suivi ces paramètres sur toutes les stations, donc on a chacun utilisé un peu notre couple et nos couples de capteurs. Certains ont mesuré par exemple la conductance stomatique, donc l'ouverture des stomates qui nous permet de voir si la plante transpire bien ou au contraire a dû fermer ses stomates suite à un stress. On a utilisé aussi des appareils qui nous permettaient d'avoir une idée de l'efficacité de la photosynthèse, notamment le Mini-PAM ou le Pocket PEA, qui sont plutôt basés sur des mesures de fluorescence chlorophyllienne. Et certaines stations ont utilisé et ont mesuré les échanges gazeux entre la plante et son environnement grâce à des systèmes qu'on appelle par exemple le LICOR, et qui donnent vraiment là une idée de l'efficacité de la photosynthèse. Donc là, je vous donne en photo l'exemple du poromètre, donc cette petite pince qui nous permet d'avoir une idée de l'ouverture ou pas de nos stomates, et qui permet du coup, sur les feuilles, et qui permet du coup de faire un lien assez rapide à des niveaux de stress hydrique.
Alors pour utiliser cette machine, pour votre info, on va lire, on va étalonner la machine grâce à un petit étalon qui est fait de trous et sous lesquels on met une feuille, un buvard humidifié. Ça nous permet d'étalonner la machine dans l'environnement de mesure et ensuite d'aller mesurer sur la feuille pour mesurer justement l'humidité au niveau de la feuille qui pourra être corrélée à l'ouverture des stomates. Donc on est vraiment ici sur une mesure du stress hydrique et une mesure non destructive. Vous voyez qu'on peut se balader là, nous, dans les serres ou dans les parcelles avec cet outil. Donc, sur la partie photosynthèse et notamment fluorescence chlorophyllienne, vous avez ici une image des deux outils qui ont principalement été utilisés par les partenaires du projet. Donc, le mini-PAM, où on a à nouveau une pince qui vient mesurer le niveau de fluorescence chlorophyllienne des feuilles, ou ici une autre pince qu'on vient appliquer contre la feuille pour mesurer toujours la fluorescence chlorophyllienne. On va appliquer une forte lumière sur les feuilles et on va mesurer grâce à cet appareil le niveau de fluorescence qui revient, qui réfléchit vers l'appareil, ce qui nous permet là de déterminer le niveau de stress, le stress au sens large. Donc ici, on n'est pas focalisé sur un stress hydrique, on est vraiment sur un niveau de stress qui peut être lié à un manque d'eau ou qui peut être lié à un problème nutritif de la plante. Au niveau échange gazeux, on vous illustre ici ce qu'est le Licor, donc cet outil qui permet, en venant pincer ici une feuille, une portion de feuille, c'est un outil qui va nous permettre de mesurer les échanges gazeux et donc notamment l'absorption de CO2 par la feuille et donc son niveau de photosynthèse, son efficacité photosynthétique. Ce qui est intéressant principalement, au-delà de l'efficacité d'une plante, c'est de comparer cette plante ou ce traitement qu'on a appliqué aux autres traitements étudiés. Donc on est vraiment ici, je vous disais, sur une détermination du taux de photosynthèse et des niveaux de CO2 échangés entre la plante et l'environnement. Quand on poursuit, je dirais, on augmente presque ici en niveau de complexité. On a encore utilisé d'autres capteurs high-tech qui visaient, eux, principalement à suivre les équilibres hydriques et les flux d'eau au niveau de la plante. On a trois types de capteurs ici que je vais vous présenter dans la foulée. Ce seront les derniers qui vous seront présentés avant de les mettre en pratique dans les résultats d'expérimentation. On a utilisé ce qu'on appelle les exoskins, les LVDT et les pinces. Donc, les trois ont globalement le même principe, c'est qu'on souhaite vraiment suivre la transpiration et le flux de sève dans les plantes, dans l'objectif de voir l'effet du stress hydrique, voire du stress en général. Et l'intérêt, c'est vraiment de croiser ces mesures entre elles pour bien comprendre comment fonctionne la plante en termes de physiologie et principalement sur la partie de l'eau et des équilibres hydriques. Donc l'exoskin va mesurer le flux de sève, va suivre le flux de sève. Le LVDT va lui suivre l'évolution des diamètres de tiges. Je vous expliquais comment ces deux mesures peuvent être complémentaires. Et les pinces qu'on peut appliquer sur des feuilles, on va les appliquer principalement lorsque le LVDT n'est pas utilisable. Et donc c'est une mesure aussi un peu complémentaire et comparable au LVDT. Donc là, l'avantage, c'est qu'on va équiper notre système, on va équiper notre expérimentation au départ ou à un instant particulier, et on pourra suivre en temps réel, notamment juste après l'application de biostimulants par exemple, on pourra suivre en temps réel l'effet des pratiques ou l'apparition des stress sur nos plantes. Peu de maintenance, c'est-à-dire qu'une fois que c'est installé, le système tourne en principe sans trop de soucis et des connexions, des informations qui nous reviennent très régulièrement et on détermine nous-mêmes le pas de temps. Alors, vous avez ici une photo de notre expérimentation sur tomates, donc qui était réalisée à l'Orgie au pôle légumes. L'exoskin, là, je vais vous présenter un schéma d'exoskin juste après, mais l'exoskin s'enferme ici sous la partie en aluminium. On doit isoler en fait cette partie parce qu'on va jouer avec des pics de température. Et le LVDT, là, la mesure de diamètre de tige, le capteur, il est placé juste ici en dessous. Donc on place ces deux capteurs quand la tige a un diamètre globalement d'1,5 centimètre et pendant le reste de l'expérimentation, alors on peut suivre les flux d'eau dans la tige et dans la plante au global.
Donc l'Exoskin, son principe, il est expliqué ici, c'est-à-dire que j'ai ici ma tige de tomate par exemple. Au niveau de cette tige, j'ai un élément chauffant qui va être enfermé sous la partie en aluminium que vous avez vue sur la photo précédente. Cet élément va envoyer des pulses de chaleur et on va mesurer, grâce à des thermocouples, la vitesse de diffusion de cette chaleur. Et finalement, vous vous doutez que plus le flux de sève sera rapide, plus le pic de chaleur arrivera rapidement au niveau du thermocouple. Et on va vraiment suivre à différents moments, je dirais, l'évolution de cette vitesse de diffusion de la chaleur qu'on envoie dans les tiges, qui nous donne alors un proxy, une information sur la transpiration, en tout cas le flux d'eau dans la plante. Quand on intègre cette forme, je vous disais, ce système, on le laisse longtemps en place. Et quand on intègre cette information sur le pas de temps d'installation, ça nous donne vraiment une idée de toute l'eau qui a été absorbée par la plante pendant le temps de mesure, en fait, qui peut être ici vous le verrez sur tomate, on l'a fait pendant plusieurs semaines. Ça nous permet de réagir en termes d'irrigation, notamment de prévoir et de programmer des périodes d'irrigation et de voir l'effet aussi que ça a et le temps de délai que ça peut avoir sur le niveau de transpiration des plantes. Ça nous permet de mesurer l'efficacité d'utilisation d'eau par les plantes, de voir que parfois, malgré le fait qu'on ait réduit l'irrigation, les plantes continuent à transpirer correctement parce qu'elles arrivent à aller chercher l'eau dans leur environnement, surtout quand elles sont en pleine terre, bien sûr. Et ça nous permet de voir à quel moment apparaissent les stress et notamment les sécheresses. Quand on couple, je ne vais pas m'apesantir trop longtemps, surtout que là, on arrive au bout de mon niveau d'expertise, je dirais, sur le capteur, et Seb pourrait peut-être compléter si vous avez des questions, mais quand on couple cette information de débit de sève avec nos mesures de potentiel hydrique, donc c'est-à-dire la mesure que je vous ai montrée quand on coupe une feuille et on la met dans une chambre à pression, on peut vraiment avoir des informations très intéressantes sur les équilibres hydriques dans la plante, et on peut essayer justement de créer des modèles grâce à ça. On peut essayer de modéliser l'évolution du potentiel hydrique et agir aux moments les plus opportuns, notamment en termes d'irrigation. Donc l'avantage, c'est que c'est un système, l'Exoskin, qui est facile à installer, qui n'est pas invasif, c'est-à-dire qu'on va chauffer la tige, mais on ne va pas dégrader spécialement la plante pour autant. On ne vient pas perturber le flux de sève. Différentes tailles possibles, donc il faut quand même pouvoir installer le système sur une tige, mais on peut s'adapter à différentes tailles de plantes. Et une installation, on disait ici, facilitée. Bon, par contre, vous voyez, il faut quand même de la place, il faut avoir une tige justement, il faut pouvoir isoler les thermocouples et isoler la partie chauffante. Donc il faut quand même avoir un système, enfin une plante en tout cas, une espèce où les entre-nœuds sont suffisants que pour installer le capteur. Et quand il y a des anomalies, parfois on ne les voit pas apparaître tout de suite, il n'y a pas spécialement d'alerte, c'est plutôt quand on intègre l'information a posteriori où on se rend compte qu'il peut y avoir eu un souci d'installation. Intéressant de coupler cette information de flux de sève avec la mesure du diamètre de tige et de l'évolution du diamètre pendant la journée. C'est-à-dire que le diamètre de tige va se réduire pendant la journée du fait de la transpiration et du fait, du fait que les tissus finalement fournissent de l'eau, et ce diamètre de tige va réaugmenter pendant la nuit quand les stomates se ferment et que la plante finalement récupère un peu d'eau en fin de journée. Donc on mesure ces variations de diamètre de tige, et couplé à l'information de l'Exoskin, ça permet vraiment de suivre les équilibres hydriques dans la plante, avec un système ici qui est d'installation assez facile, par contre qui demande un certain support, c'est-à-dire qu'il faut des tiges robustes pour pouvoir résister au poids de ce système. Donc je vous disais, on mesure quotidiennement le rétrécissement du diamètre pendant la journée et la réaugmentation, la croissance qui va plutôt arriver fin de journée et pendant la nuit. Et je vous disais que le rétrécissement de cette tige était dû simplement à la fuite d'eau et au flux d'eau dans la plante, et pouvait être accentué, ce rétrécissement de tige pendant la journée, du fait de la sécheresse qu'on applique sur nos systèmes. C'est un système qui est facile à installer et qui est très précis, mais je vous disais attention, c'est un système qui est lourd et qui ne peut pas s'installer sur toutes les plantes, notamment pas sur les petites plantes.
En complément, quand il n'est pas possible d'installer ces deux systèmes, notamment nous on a utilisé la laitue en France, il n'était pas possible d'installer nos systèmes décrits précédemment sur de la laitue, et il existe également des petites pinces à poser sur les feuilles qui vont mesurer finalement l'épaisseur de la feuille et l'évolution de l'épaisseur pendant la journée, et ce qui nous permet d'avoir également une information sur l'état hydrique de la plante. Ce système en fait fonctionne avec en mesurant un champ magnétique. On a un aimant, un capteur et une feuille qu'on place au centre, et l'évolution du champ magnétique due à la variation d'épaisseur de la feuille donne une indication et sur l'épaisseur et donc ensuite sur l'état hydrique de notre feuille. Donc je vous disais, cette pince, elle est semblable au LVDT, mais c'est un système qu'on installe sur des feuilles pour des plantes pour lesquelles on ne peut pas mesurer sur une tige. On détermine l'épaisseur de la feuille et donc sa croissance également dans le temps, voire son rétrécissement en cas de stress, puisque ce rétrécissement est lié à la teneur en eau de la feuille et donc à son état de stress hydrique. Ces pinces, pour terminer, sont faciles à installer. Elles demandent peu de place, elles s'adaptent à beaucoup d'espèces, mais elles sont un peu plus compliquées à calibrer, plus fragiles. On a des systèmes avec des petits câbles bien plus fragiles aujourd'hui en tout cas, et donc un câble sur lequel il faut vraiment être vigilant et avoir vraiment un système de soutien de ce câble pour éviter qu'il ne s'arrache lors des déplacements dans la serre. Ok, donc je vous ai présenté ici l'ensemble des capteurs qu'on a étudiés dans le cadre de ce projet. Alors tous, je vous dis, n'ont pas été utilisés par tous les partenaires. On a ciblé les capteurs qu'on souhaitait utiliser sur les différentes stations. Et donc, on laisse un temps maintenant pour répondre aux questions que vous pourriez avoir sur ces capteurs. Moi, je vais mettre dans la partie chat pour voir s'il y en a eu. Margot, je ne sais pas si tu as vu passer des questions. Non, pas pour l'instant. Et on va en profiter de toute façon pour aussi vous lancer quelques sondages le temps que vous réfléchissiez à vos questions. Bertrand, il y en a une. Ah, ok. L'effet biostimulant concerne uniquement les algues ou c'est juste le cadre posé par le projet? Donc, c'est pas c'est certainement des capteurs, mais c'est encore une question d'avant. Général, oui. Ouais. Effectivement, ici, on s'est centré sur les algues du fait finalement du projet Interreg, qui est un Interreg de mer. Donc c'est un financement quelque part lié qui concerne les régions proches et qui touche ces deux mers, la Manche et la mer du Nord. Donc dans le cadre du projet, on s'est focalisé principalement sur les algues. Alors on a testé aussi quelques autres biostimulants, mais ce que vous allez voir comme résultat par la suite va surtout s'attarder sur tout ce qui concerne les biostimulants à base d'algues. Je vais du coup, pendant que vous rédigez éventuellement d'autres questions, je vais vous lancer le sondage pour voir quel était l'état finalement de vos connaissances, j'ai envie de dire, sur la partie des capteurs et quel était votre niveau d'utilisation. Margot, je te laisse la main. Oui, donc on veut savoir quel type de capteur vous utilisez ou quel type de capteur vous avez déjà utilisé. Donc, en fait, on reprend les capteurs qu'on a présentés et aussi voilà, les différents types. Donc, la question est une question choix multiple. Hein, vous pouvez sélectionner plusieurs capteurs si vous en avez utilisé plusieurs. Alors pour l'instant, je ne vois pas de réponse apparaître. J'espère que vous avez bien le sondage qui est arrivé. Oui, ça commence à... Ah, ok, d'accord, voilà. Oui, ça... Si vous ne l'avez pas sous les yeux, le sondage, vous le retrouverez dans la partie discussion. Hein. Donc n'hésitez pas à aller sur la partie discussion.
Oui, il y a 2 personnes ou 3 qui nous ont rejoints depuis le début de la présentation. Donc, petit rappel des consignes. Normalement, votre micro est coupé. Donc ça, c'est normal. C'est pour éviter qu'il y ait trop de bruit parasite. Donc, si vous avez des questions, voilà, veuillez la poser dans la zone de conversation, la zone chat. Et nous, de notre part, on a aussi des sondages pour vous. Donc, vous pouvez y répondre dans cette même zone de conversation. Donc là, pour l'instant, je vois que comme une question sur les capteurs, la plupart des participants n'en ont jamais utilisé. Mais sinon, ce qui revient le plus, c'est les capteurs sol, les mesures de potentiel hydrique des feuilles, pardon, et les capteurs photosynthèse aussi. Pour répondre à la question qui est posée juste après le sondage, donc effectivement, les capteurs low-tech sont plus simple à utiliser et on peut imaginer une utilisation dans un cadre, je dirais, plus pratique et de production, tout simplement. Et on va vous présenter dans la foulée, en tout cas sur certaines expériences, des résultats issus d'utilisation de ces capteurs. On va parler sur l'irrigation et on va parler sur les pigments. On montrera aussi des résultats sur des capteurs high-tech, mais pas que. D'ailleurs, je me suis trompée, hein, les capteurs de mesure de potentiel hydrique sont les moins utilisés par vous, apparemment. La couleur, qui peut effectivement varier en fonction de la variété, c'est un paramètre qui va influencer la mesure et sa valeur absolue, quelque part. C'est pris en compte dans les expérimentations qu'on mène par le fait qu'on utilise et qu'on a des plantes références, des plantes témoins, des plantes qui sont du coup bien alimentées en nutriments, à la fois les engrais et l'eau. Et donc on vient plutôt qu'une valeur absolue donnée par ces capteurs qui en général donnent peu d'informations, on va toujours se comparer à des plantes témoins qu'on sait être bien alimentées. Ok, je vais passer à la question suivante. Et je vais lancer le sondage, je te laisse la main, Margot. Donc, la question précédente, c'était une question sur les capteurs que vous utilisez ou que vous avez déjà utilisés. Celle-là est tournée vers plus ce que vous souhaiteriez utiliser suite à cette présentation. Est-ce qu'il y a des capteurs qui vous intéressent plus que d'autres? Pareil, vous pouvez choisir plusieurs réponses. Donc on vous laisse un peu de temps pour répondre et à la suite de cette présentation sur les capteurs, on va arriver alors sur les grands résultats ou certains des résultats obtenus dans les stations d'essai depuis 2017 du coup. Ce sera présenté donc par Margot et moi-même dans la foulée. Donc on va commencer à évoquer du coup un peu plus les biostimulants et l'effet des capteurs sur les consommations d'eau et d'intrants. Il y a une question qui vient d'apparaître, je vais essayer d'y répondre, mais Bertrand, si tu as d'autres choses à ajouter, tu me coupes. Hein. Oui. Il y a une personne qui demande s'il y a des référentiels pour l'utilisation des capteurs qui existent. Alors, le projet a pour objectif dans les livrables de présenter des protocoles d'utilisation, notamment de ces capteurs, pour que justement leur efficacité soit optimisée. Et dans la notion de référentiel, on pourrait ajouter qu'effectivement, en fonction du type de plante et dans la littérature, on peut trouver des niveaux, des valeurs absolues attendues, on va dire, pour des plantes en bon état de nutrition. Et donc, on peut aussi se rendre compte de ce que veut dire la valeur mesurée en allant voir ces référentiels si dans un système de production, il n'y a pas les fameux témoins que nous, on utilise. Il est possible quand même d'aller voir les valeurs attendues, soit dans les guides, dans les manuels d'utilisation ou assez facile à trouver aussi dans la littérature. Ok. Je vous propose... Ah non, on va peut-être d'abord faire le bilan, pardon, de vos réponses. Donc
Donc je Tu vois vois que les résultats? oui, voilà, je vois les résultats cette fois-ci. Hein, vous êtes intéressé éventuellement par l'utilisation de capteurs de pigments, des capteurs photosynthèse, les flux de sève aussi. Donc on va vous montrer quelques résultats. Et le premier était la mesure du potentiel hydrique des feuilles. C'est vrai que c'est vraiment une mesure directe de l'état de stress éventuel de la plante. Et pour faire un écho au sondage précédent, c'était le capteur qui était le moins utilisé. D'accord. C'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Et donc, du coup, il y a une deuxième question qui apparaît suite à cette question des référentiels. Est-ce que ce sera possible de rejoindre des références bibliographiques sur justement ces référentiels-là? Je sais pas. Je réfléchis, ça fera pas, c'est vrai que ça ne fera pas partie de la base de données biostimulant qu'on va vous présenter tout à l'heure, parce que là, on sera focalisé biostimulant. De mémoire, on ne pense pas alimenter cette base de données avec la partie des capteurs. Else, peut-être que je me trompe là du coup, mais il me semble que c'est vraiment ciblé. Ouais, voilà, c'est ciblé biostimulant. Donc il faudrait que je regarde de mon côté ce qui est le plus pertinent à fournir. Mais c'est pas spécialement prévu par le projet. Donc j'ai rien sous le coude comme ça, comme livrable du projet par contre. Ok. Margot, je te laisse la parole pour les premiers résultats d'essai. Donc voilà, comme l'a dit Bertrand, je vais vous présenter la première partie des résultats. On va d'abord vous présenter, donc comme l'a dit Bertrand, les principaux capteurs qui ont été utilisés et les biostimulants qu'on a choisi de tester. Mais d'abord, voilà, on va poser un peu les hypothèses de départ suite au projet. Donc le postulat, c'est que voilà, les apports en eau et en entrant en horticulture, maraîchage et en agriculture dans un sens plus général, peuvent être réduits par l'utilisation de biostimulants et de capteurs. Donc à ce moment-là, on estime qu'avec l'utilisation de ces deux outils, on pourrait réduire de 20% l'apport en eau et de 10% l'apport en azote. En tout cas, c'est les objectifs que nous, on s'est fixés dans nos essais. Donc, tu peux changer de diapo. Donc, le projet, comme je l'ai présenté en tout début de ce webinaire, est basé à, enfin, part du principe, part sur l'utilisation de biostimulants à base d'algues. Et donc du coup, voilà un rappel de pourquoi le projet a choisi de partir sur ces utilisations, donc réduire la pollution de la mer en azote et en phosphore, et fournir la matière première pour la production de biostimulants, donc pour la production d'algues, et enfin pour réduire les apports en agriculture. Donc, en ayant pour objectif de renforcer la durabilité des systèmes et donc de diminuer la pollution des rivières et de la mer. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter les biostimulants que nous avons testés lors de nos essais depuis 2017. Donc, ce sont tous des biostimulants à base d'algues. Donc, 4 biostimulants sont produits par des firmes avec qui les partenaires travaillent. Donc, ce premier produit, qui est à base de Luminaria, qui est une algue rouge. Ensuite, on a le Timelpure, qui est un extrait d'algue rouge. Et enfin, on a deux produits qui viennent de l'algue Ascophyllum, qui est le BioF20 et le Fingreen. Ensuite, donc, dans les partenaires, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on vous a présenté une ferme expérimentale qui produisait son biostimulant local. Et donc, du coup, cette algue, c'est la Saccharina latissima. Donc, nous, dans nos essais, on l'a appelé comme le biostimulant local ou NSF pour North Sea Farm. Du coup, bien sûr, tous ces biostimulants, on les a appliqués en suivant les consignes des producteurs de biostimulants. Donc, tu peux le diapo, Bertrand. Donc, les essais sont basés donc, en France avec le Polylégumes et l'ISA.
Donc les essais ont été menés au Polégumes avec la participation de l'ISA. Ensuite, en Belgique, donc, on a le PCS. Aux Pays-Bas, on a le Vertify. Et en Angleterre, on a le NIAB. Les partenaires qui ont mis en place des essais chez eux. Donc, les cultures concernées, on a premièrement en fruits la fraise et la framboise. Les essais ont été menés pour ces deux cultures en Angleterre. Concernant plus la partie légumes, donc c'est le légumes et l'ISA qui s'en est chargé, donc avec des essais sur la laitue, la tomate et le chou-fleur pour cette année. Aux Pays-Bas, donc là, ce sont plutôt les plantes ornementales avec la tulipe et le chrysanthème, mais aussi des essais sur la laitue. Des essais ont été menés sur divers, mais ne seront pas présentés dans ce webinaire. Donc oui, là, je n'ai pas précisé, mais les cultures qui ne sont pas en gras ne seront pas présentées en fait dans ce webinaire. Et enfin, donc le PCA qui s'est appuyé sur, enfin qui a mené ses essais sur FINA. Bertrand, tu peux changer de diapo. Donc, comme dit précédemment, on a utilisé les capteurs, une partie des capteurs qui vous ont été présentés dans la partie précédente. Donc, pour la photosynthèse, on s'est appuyé sur le Minipam, le Licor, le Polypen et le Alex. Donc, vous pouvez retrouver des photos des différents capteurs ici. Concernant l'utilisation en l'eau, on s'est appuyé sur l'analyse des isotopes. Donc, ces analyses ont été effectuées par l'Université de Gand en Belgique, tout comme l'efficacité de l'utilisation de l'azote, avec aussi un suivi isotopique avec de l'azote 15. Concernant tout ce qui est flux de sève, diamètre des feuilles de tige, donc du coup, on a aussi utilisé, comme on l'a dit, l'Exoskin, le LVD et les autres capteurs qui concernent. Il me semble, je ne sais pas si on a utilisé les pinces à feuilles, ça j'ai un doute. Mais en tout cas, comme à l'hiver, par exemple pour les essais tomates, on a utilisé le LVDT et l'Exoskin. Enfin, on a aussi mesuré le potentiel de l'eau de la tige. Et concernant les teneurs en eau du sol, on a pu tester les capteurs wet, notamment en framboise et en fraise, pour mesurer l'humidité des substrats. Et enfin, on a fait aussi des mesures sur les apports d'irrigation et de ruissellement. Donc, on a quand même utilisé un panel assez large et diversifié des capteurs qui vous ont été présentés, même s'ils ne sont pas tous présents ici. Donc, tu peux changer de diapo, Bertrand. Donc, je vais vous présenter en premier les principaux résultats d'essais menés par le NIAB en Angleterre, fraise et framboise. Donc, il y a eu, tu peux changer de diapo, Bertrand. Donc, 3 années d'essais pour les deux cultures, avec en année 1, un test des biostimulants sans stress, ni en azote ni en eau, donc en conditions optimales. Ensuite, la deuxième année, c'est appuyé sur un stress continu en irrigation et en fertilisation aussi. Et enfin, la troisième année, c'est plus appuyé sur des stress à court terme. Donc, par exemple, 24 heures sans irrigation plusieurs fois sur la culture. Donc, concernant un peu les cultures concernées, la fraise, la variété qui a été choisie, alors c'est la Maligne Centenary, qui est une variété remontante. Et au niveau du framboisier, c'est un cultivar commercial, mais on n'en sait pas plus. Enfin, j'ai pas eu l'occasion de demander à NIAB de parler plus de cette variété. Donc, pour mettre en place justement les stress hydriques, en fait, ils se sont appuyés sur 60% d'humidité relative du substrat de coco. Donc, c'était des sacs de coco comme substrat pour les deux. Et donc, du coup, voilà, pour eux, l'irrigation complète, c'est avec 60% d'humidité relative du substrat.
Donc cette unité relative a été mesurée par le capteur dont vous voyez la photo, qui est, alors je sais plus, je vais le retrouver, le capteur WET, voilà. Ah oui, juste en dessous le delta T. Et donc du coup, en irrigation réduite, dont ils appliquent le stress hydrique, ils ont essayé de maintenir 40% d'humidité relative du substrat. Concernant la réduction en azote, en fait, c'est en même temps que l'irrigation, puisque l'essai a été irrigué en fertirigation. Donc, du coup, l'apport d'eau et d'engrais ont été réduits en même temps pour les 2 années où il y a eu une irrigation réduite. Et enfin, au niveau des variables analysées, donc on a toute une partie sur justement les composantes de rendement, avec le rendement total, le pourcentage de classe 1, le pourcentage de fruits non commercialisables, puis ensuite d'autres mesures, d'autres variables qui ont été mesurées par des capteurs comme le BRICS, les paramètres de photosynthèse, capteurs sur feuille et isotopes. Donc concernant les résultats, tu peux changer de diapo, Bertrand. Donc sur les résultats fraises, en année 2, les rendements ont été similaires entre le système en irrigation complète et le système en irrigation réduite. Et donc ils estiment qu'ils ont réussi à économiser environ 50% d'eau. Au niveau des résultats des mesures WIX, on a observé sur l'essai, sur les plans en situation de stress hydrique, un taux de BRICS plus élevé et un pourcentage de classe 1 plus élevé aussi, un pourcentage inférieur de fruits non commercialisables et des plans légèrement plus efficaces en absorption d'azote, toujours en régime d'irrigation réduite. Concernant l'année 3, avec donc, du coup des stress à court terme, comme je l'ai dit avant, 24 heures sans irrigation, on observe à peu près le même résultat, en tout cas concernant les teneurs en sucre avec le BRICS. Mais ensuite, pour les autres résultats, on n'a pas encore les données parce qu'elles sont encore en train d'être analysées. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est dans cette première partie, c'est que donc, ce capteur delta T a permis en fait de réduire l'irrigation et de bien suivre l'humidité des sacs de manière à réduire justement l'apport en eau sans impacter le rendement et en réduisant à zéro le ruissellement. Cependant, il faut toujours garder en tête que ça peut aussi dépendre du cultivar et de l'année de culture, le succès justement de cette réduction d'eau. Donc, concernant les résultats biostimulants par rapport à ces restrictions d'eau, tu peux changer de diapo, Bertrand. C'est que statistiquement parlant, il n'y a pas eu d'effet ni positif ni négatif des biostimulants, sachant que oui, j'ai pas précisé, mais les 2 biostimulants testés pour ces essais, c'est le Kelpac et le biostimulant local, le NSF. Donc, même s'il n'y a pas de différence statistique, on peut voir que notamment le NSF permet d'améliorer à la fois le rendement, mais aussi le pourcentage de classe 1 et donc le nombre de fruits non commercialisables par plan et donc du coup diminuer. Donc c'est quand même intéressant de voir ces résultats et il faudrait, je pense, continuer à étudier ce biostimulant local. Donc ici, on a juste les résultats du NSF, du Nancy Farm. Et donc du coup, on estime qu'une irrigation réduite plus biostimulante nous permettrait potentiellement d'atteindre les performances en irrigation complète. Mais comme je l'ai précisé, une autre année d'essai est nécessaire pour confirmer ces résultats. Donc tu peux changer de diapo, merci Bertrand. Concernant l'irrigation,
la framboise, pardon. Donc, il y a 2 systèmes d'irrigation qui ont été testés. Donc, une réduction de l'humidité du substrat de 60 à 40% et une réduction de l'humidité du substrat de 60 à 50-55%. Le premier test n'a pas été très concluant puisque le rendement a été considérablement réduit de moitié. Donc, je suis désolée, je viens juste de lire une question. On y répondra juste après. Il y aura un petit temps qui sera alloué pour ça. Donc, même si justement on observe un rendement très réduit, des analyses isotopiques suggèrent que quand même les plantes en stress hydrique ont réussi à absorber plus d'azote. Concernant la réduction de 60% à 50-55% de l'humidité du substrat, la réduction d'eau a permis 25% d'économie en eau et en engrais et 70% du ruissellement. Et il n'y a pas eu d'impact sur le rendement et ni sur la teneur en sucre. Le stress à court terme n'a pas non plus eu d'effet sur le rendement, ce qui est intéressant. Donc du coup, on estime qu'avec l'irrigation de précision, il est possible de réduire 15 à 25% des apports, de réduire les apports et 15 à 25% du ruissellement. Donc là, c'est pour l'irrigation de précision grâce au capteur. Ensuite, au niveau de l'utilisation des biostimulants, donc le même constat que pour les fraises, il n'y a pas d'effet significatif des biostimulants à base d'algues. Et donc, du coup, on voit ici cependant que le nouveau biostimulant, donc le NSF, en irrigation totale et donc sans stress azoté. Donc là, oui, dans le graphique, vous avez deux zones, donc une irrigation totale et une irrigation réduite. Et en irrigation totale, on a une partie sans stress azoté et une avec un stress à court terme. Et donc, du coup, on voit que sans aucun stress, le biostimulant, le nouveau biostimulant Nursifarm parvient à améliorer le rendement, en fait. Ces résultats, par contre, ne se retrouvent pas lorsque la plante est en condition de stress. Et donc, du coup, le graphique à droite, justement, est un... Est-ce que tu peux revenir il y a un petit décalage, mais c'est revenu, oui. Ah, d'accord, excuse-moi. Ça devrait être revenu pour vous. Alors, pas encore pour moi, mais c'est peut-être ma connexion Internet qui gêne un peu. Ah, ça y est, c'est bon. Ça y est, ok. Donc, du coup, ce qui est intéressant à voir avec le graphique à droite, donc, qui est un graphique obtenu à partir de l'Exoskin, si je ne me trompe pas. Non, je crois que je me trompe, Bertrand. Non, c'est l'Exoskin, non, c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça, oui. Que en fait, l'apport de biostimulants réduit en fait les flux de sève, contrairement à le contrôle en fait. Donc, ce qu'on considère comme contrôle, c'est le témoin sans apport de biostimulant. Je ne sais pas si Bertrand, tu veux ajouter quelque chose dessus. C'est vrai que j'ai pas. Non, ici en fait c'est une moyenne sur la journée, donc on prend sur la période de mesure, on va prendre les valeurs obtenues en flux de sève et on va les moyenner par période de temps. Et donc là, en fait, c'est bien une valeur c'est un graphique obtenu sur un temps long, c'est-à-dire que c'est vraiment sur toute la période de mesure, la moyenne de la journée donne ceci. Et donc, on peut constater une différence vraiment entre le contrôle stressé et les plantes qui ont reçu un biostimulant qui semble réduire un peu leur flux de sève. D'accord, merci pour ces précisions, Bertrand. Donc voilà, ce qu'il y a à retenir ici pour la partie framboise, c'est que le biostimulant local semble améliorer légèrement le rendement sans condition de stress. Donc voilà pour la partie présentation résultats menés au NIAB. Donc concernant les questions, on va vous laisser un petit temps pour les poser si vous en avez. Je vois qu'il y en a déjà une. Donc les résultats seraient-ils équivalents pour une culture en sol? Alors ça, c'est difficile je ne peux pas répondre à la question.
Je pense que non, parce que voilà, le substrat coco ne correspond absolument pas à un sol complet, donc ça me paraît compliqué, mais je ne vais pas m'avancer plus là-dessus parce que je n'ai pas la réponse à la question. Mais comme l'a dit Bertrand au début, toutes les questions auxquelles on ne peut pas répondre, on va les faire remonter à nos partenaires qui y répondront plus tard. Alors, je ne sais pas si toi, Bertrand, tu as une idée de la... C'est toujours compliqué de comparer effectivement ce qui se passe en pleine terre de ce qui se passe en conditions hors sol. C'est plus simple d'appliquer des stress dans la version hors sol et c'est plus compliqué de gérer les stress. On va le voir en culture de tomates notamment en pleine terre. Je ne pense pas que les résultats seraient complètement comparables, notamment parce qu'on contrôlerait moins bien l'apparition du stress et les intensités de stress, je pense. Mais je ne sais pas si les collègues anglais ont déjà fait le test en pleine terre, ça je ne peux pas vous dire. Sur les doses et les fréquences d'apport, elles sont entre guillemets classiques par rapport à leur protocole à eux, mais là aussi il faudra qu'on demande les informations précises parce que personnellement je ne sais pas comment ils ont mené la manip. Oui, j'ai pas la réponse non plus. On pourrait envisager de tester ça Ah ben voilà, je vois que Else a envoyé du coup le protocole. C'est pour la question quelle dose, quelle fréquence d'apport. Ouais, il faut cliquer dessus et ça permet d'agrandir. Hein. Ouais. Oui. Ils n'ont pas déjà testé en culture en sol, hein? Non. Ils l'ont pas testé en sol. Seulement en substrat. Alors c'est faisable, oui, je dirais. Sur le principe, c'est complètement faisable, hein, pour répondre à Anne. Sur le principe, c'est complètement faisable. Je ne sais pas si ça l'est chez nos collègues anglais. C'est peut-être quelque chose qu'on peut discuter d'ailleurs au pôle légumes aussi. Hein. Je ne sais pas si dans quelle mesure c'est quelque chose qui est faisable côté français, à réfléchir. Après, donc du coup, j'imagine que la question micro-parcelle en plein air, c'est en sol en fait. Je suppose. Pas en hors sol, ouais, je pense. Je pense. À voir. Et les doses, les fréquences, c'est que les firmes ils donnent leurs préconisations et on suit strictement les préconisations qui sont les leurs. L'objectif n'était pas d'avoir cette variable-là en plus. On ne voulait pas être à la mise au point d'une solution de biostimulation. On teste les solutions qui nous sont proposées. Donc, on applique les doses proposées lors de nos échanges avec les institutions. Ok, je vous propose de poursuivre rapidement sur les résultats en France. Pourquoi je dis rapidement, c'est qu'on va se focaliser sur quelques résultats en culture de tomates que je vous présenter maintenant, qui sont focalisés sur un stress hydrique modéré. Alors, et d'ailleurs, la raison pour laquelle ça s'est focalisé sur le stress hydrique, c'est aussi parce qu'on est en pleine terre et qu'il était bien plus compliqué de gérer le stress nutritif dans des environnements qui avaient des gros reliquats en nutriments dans le sol. Donc, on s'est vraiment focalisé sur la partie hydrique. Il y a eu, on vous l'a dit, des essais sur laitue et des essais sur chou qui n'ont pas été pleinement satisfaisants, je dirais, ces essais. Et donc, on se focalise ici sur ce qu'on a trouvé pendant 3 années de répétition, ça qui est intéressant, en culture de tomates. Alors, si on se focalise un peu sur les résultats agronomiques et de rendement de nos cultures de tomates, ce qu'on constate, c'est que vous avez ici les conditions expérimentales dans le bas de la diapositive. Donc, on a mis en place, on a replanté, je dirais, les plants de tomates au mois de mai, tous les ans, et on a appliqué le stress à partir de début juin pendant toute la durée de la manip. Donc, on n'a pas fait des pulses de stress, on n'a pas fait des pics de stress, on a vraiment appliqué ce stress tout le temps, avec des plants stressés qui, au début, ont une irrigation réduite de 15%, vous voyez, sur le premier mois de stress, et ensuite, sur la fin de la période, on a réduit plus fortement les apports d'eau de 40%. Là, ce qu'on constate sur l'ensemble des récoltes effectuées, c'est qu'en termes de nombre de fruits par plante, on a quelque chose qui globalement reste stable autour de 25 fruits pour tous les traitements, que ce soit le traitement témoin qui est bien irrigué ou le traitement stressé sans biostimulant
et stressé avec les 4 biostimulants qu'on a testés en France. Donc il y a des petites fluctuations. L'an dernier, donc en 2019, on avait plutôt une augmentation de petits fruits chez les plantes stressées. Cette fois-ci, on le voit ici sur les calibres, à droite, on a plus de petits fruits en proportion. Ce sont les catégories bleu, orange, grise et jaune. Donc on a plus de petits fruits chez les plantes stressées, ce à quoi on peut s'attendre, mais on n'a pas plus de fruits au total, ce qui était le cas en 2019. Ça, ce sont les résultats 2020. Par rapport aux masses de fruits récoltés, donc vraiment au rendement par plant de tomates, on a des plants témoins qui ont produit le plus, mais des plants stressés qui n'ont pas significativement produit moins en masse. Donc on a des différences, on constate des différences ici, mais statistiquement, ça ne s'exprime pas sur la moyenne de nos 14 plants par microparcelle, sachant qu'il y a 4 microparcelles par traitement. Donc une réduction malgré tout, une tendance à la réduction de masse chez les plantes stressées, avec 2 biostimulants qui tendraient à se rapprocher des plantes témoins. Je le mentionne notamment pour le ECKLM qui est le Kelpac, parce que c'est un résultat qu'on a répété 2 années de suite. Donc c'est intéressant de le constater et de voir que ça se répète. Intéressant aussi de voir que chez Kelpac, ce qui se répète, c'est une amélioration des calibres, dans le sens d'une réduction des petits fruits. Vous voyez que la partie basse ici, jusqu'aux couleurs jaunes, c'est plutôt réduite par rapport aux plantes stressées, où on a une part importante de fruits entre 4,7 et 5,7 cm de diamètre. L'an dernier, donc en 2019, le produit Solicé, c'est-à-dire le Simel pur, avait le même résultat. C'est un peu moins marqué cette année, donc le même résultat, c'est-à-dire une diminution de la proportion des petits fruits. Ensuite, je voulais vous présenter également ça c'est vraiment le résultat agronomique le plus intéressant, je voulais vous présenter également ici des résultats sur les capteurs et notamment l'Exoskin, c'est-à-dire les résultats qui sont ici en haut à gauche et à droite, et résultats sur également le LVDT, donc c'est-à-dire le diamètre de tige, pour vous montrer un peu le potentiel qu'ont aussi ces technologies pour essayer de comprendre ce qui se passe dans notre système. Alors, ce qu'on constate, si je prends d'abord le graphique de droite, c'est qu'on a intégré les résultats de l'Exoskin sur une longue période de temps. Donc ça, c'est avec l'aide des collègues de l'Université de Gand, où ça a été fait. Hein. On a intégré sur un long pas de temps, entre les semaines 29 et 38, on a intégré pour chaque semaine les valeurs obtenues par l'Exoskin pour avoir des absorptions d'eau par les plantes. Là, ce qu'on constate, c'est que pour certains traitements, notamment ici le Bio F20, on a un traitement qui entraîne un flux d'eau, qui fait finalement transpirer la plante les mêmes quantités que les plantes témoins, alors que ces plantes sont moins bien pourvues en eau, sont moins bien irriguées. Et on a des plantes stressées sans biostimulants qui, elles, réellement et statistiquement sur toute la période étudiée, transpirent moins, ont un flux de sève réduit par rapport aux plantes témoins. Donc c'est intéressant pour nous, ça nous confirme qu'on a imposé un certain stress, il y a une différence entre nos traitements. Maintenant, statistiquement, ça n'a pas conduit, je vous l'ai dit précédemment, à des différences statistiques de rendement, c'est-à-dire que là aussi, en pilotant l'irrigation un peu plus finement, on peut aller jusqu'à réduire d'abord de 15 puis de 40% l'irrigation sans avoir d'effet majeur sur les rendements, un effet par contre marqué sur les calibres quand on stresse fortement sans biostimulant. Cette consommation d'eau, là, vous retrouvez ce que Margot a présenté précédemment avec le flux de sève moyen sur une journée pendant toute la période, c'est une moyenne sur toute la période de mesure. Et on confirme ici, hein, avec la courbe du haut, que le BioF20 a une transpiration sur la journée qui démarre plus vite. Il y a un flux de sève plus rapide dans les premières heures de la journée. On a ici l'apparition de la lumière quand les stomates s'ouvrent, hein, et on arrive ici à droite en fin de journée. Donc le BioF20 va en moyenne transpirer plus vite en début de journée et se rapprocher des transpirations des plantes témoins, pendant que les plantes stressées, on confirme ici que globalement et en moyenne, elles transpirent moins, elles ont un flux de sève réduit, ce qui est le cas également du produit Simel pur. Ici, vous avez l'information, et c'est plus pour votre information aussi, sur le diamètre de tige. Donc vous avez, il est minuit, je dirais, à gauche, et 23 heures, et à nouveau minuit ici, tout à fait à droite. Ce qu'on constate, c'est que, de nouveau, c'est une moyenne sur toutes les journées de mesure. Ce qu'on constate, c'est qu'en moyenne, sur toutes les journées de mesure, de l'installation du capteur à son retrait,
on a tous les jours en moyenne une augmentation du diamètre de tige pour tous les traitements. Vous voyez qu'on termine au-delà de 0 à droite, là, pour tous les traitements. C'est-à-dire que globalement, on a une tige qui continue à augmenter en diamètre, qui augmente tant que les stomates sont fermés, c'est-à-dire quand les tissus se réapprovisionnent en eau, on va dire, tant que les stomates sont fermés. Et puis quand la plante se met à transpirer, aux premières heures de la journée, on a un diamètre de tige qui diminue. Alors ça, c'est lié au fait que les stomates peuvent parfois être fermés ou pas. Non, je vais dire autrement, c'est que la plante peut parfois avoir à réduire sa consommation d'eau. Il est possible qu'elle en utilise malgré tout en provenance de ses tissus, ce qui fait du coup réduire le diamètre de la tige, ce qui est très marqué ici, vous le voyez, chez Kelpak. Donc on a un produit Kelpak là qui va vraiment libérer qui semble entraîner une libération d'eau des tissus à l'image de ce qui se passe chez les plantes stressées, mais recovery. Donc on retrouve un diamètre important, plus important, en fin de journée. Les produits, on a deux produits qui se comportent de la même manière et ici de façon intermédiaire, qui sont Simel Pur et Filgreen. Vous voyez qu'on a une diminution moins marquée du diamètre de tige pendant la journée, mais surtout une augmentation fort marquée dans la deuxième partie de journée. Donc on a vraiment des tiges qui grandissent beaucoup en fait sur le temps de la mesure. Et le BioF20 et le contrôle qui ont un comportement similaire avec un rétrécissement plus faible de la tige pendant la journée que les autres traitements et malgré tout une croissance sur l'ensemble de la journée. Donc quand on intègre ces deux informations avec des potentiels hydriques, on peut faire des modélisations de l'évolution du stress dans la plante. Est-ce que sur la partie tomates, on peut s'arrêter ici peut-être et prendre quelques questions si vous en avez sur la partie des tomates, ou est-ce que ça a été clair pour vous? Donc la conclusion qu'on pourrait tirer, c'est qu'il semble possible de réduire ou de mieux piloter en tout cas l'irrigation quand on est sur un système pleine terre. Des biostimulants avec des effets qu'on commence à percevoir, notamment sur les flux d'eau, mais des choses à confirmer malgré tout, parce que statistiquement, il n'y a pas d'effet marqué sur le rendement, mais plutôt sur les calibres. Alors sachez qu'on a fait aussi des tests de conservation à post-récolte, et on n'a pas vu d'effet statistique non plus sur l'état de conservation ou le temps de conservation des fruits avec ou sans biostimulants. Alors ici, je vois pour l'instant pas de questions apparaître dans le chat, mais voilà, sentez-vous libre Ah voilà, ça j'en ai une première. Et le Brix a été mesuré, oui, en effet, sans effet, sans différence statistique entre les traitements. On ne le présente pas ici parce que justement il a été suivi, mais pas de différence statistique. Margot, si tu as d'autres infos, parce que je sais que c'est une mesure que vous avez fait avec le stagiaire au pôle, n'hésite pas, mais voilà, s'il n'est pas présenté, c'est effectivement qu'il n'y a pas eu de différence marquée. J'ai pas d'informations en plus. Non, je pense qu'il n'y a pas de, voilà, il y a juste pas d'effet, mais je peux oublier, à mon avis, hein, mais je peux oublier quelque chose, je pense pas. Non. Pourquoi une meilleure résistance au stress? Mais typiquement, plutôt presque une meilleure résistance au stress, ce qu'on peut dire, hein, nous, dans notre situation, c'est que il y a eu une différence significative dans les traitements hydriques, dans les traitements hydriques qu'on a appliqués. C'est-à-dire qu'on a un témoin sans biostimulant bien irrigué et un témoin sans biostimulant non irrigué. Et on voit qu'il y a vraiment une différence entre les deux dans la consommation d'eau. Donc ça nous rassure par rapport à cette différence de traitement. Maintenant, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas d'effet rendement. Donc je ne sais pas si on peut déjà parler d'un stress majeur. Malgré le fait qu'on réduise fortement l'irrigation, on maintient un certain rendement. Donc l'objectif cette année, ce serait d'aller encore un peu plus loin dans le pilotage de l'irrigation et notamment dans le stress pour aller sans doute toucher aux paramètres de rendement. Et raison pour laquelle je pense, il semble que les traitements stressés plus biostimulants, certains d'entre eux ont des résultats meilleurs, c'est vraiment pour moi lié à cet effet des biostimulants sur les régimes hydriques et sur les niveaux de transpiration. On l'a montré sur la framboise, on le remontre ici. Il semble vraiment que ces biostimulants puissent agir sur les flux dans la plante et donc la capacité de la plante à notamment plus qu'aller chercher, on va dire, accueillir l'eau au niveau de ses tissus. Donc je crois que la partie équilibre hydrique doit jouer.
Et effectivement, ça on ne le suit pas, mais la partie des mycorhizations pourrait influencer et perturber les résultats. Alors ici, on ne joue pas avec des biostimulants de ce type-là, parce qu'il en existe aussi. Hein, c'était testé d'ailleurs en Angleterre, au moins dans la première année d'essai. On avait rajouté ce type de biostimulant dans les substrats. Ici, on ne le teste pas, sinon ça perturberait fortement l'analyse. Déjà comme ça, ce n'est pas un paramètre qu'on suit. Les algues vendues avec un effet détox pour le plein champ. Alors c'est possible, c'est vrai que je ne suis pas en contact avec les producteurs de biostimulants, mais clairement, ici on est sur des produits de biostimulation. Hein. On est vraiment sur cette partie, on est complètement hors biocontrôle, on est vraiment cette partie des nutriments. Oui, c'est ça. Ouais. Et il est possible que les algues aient un effet antioxydant, effectivement. Hein. Et donc les algues protègent tout ce qui est appareil photosynthétique. Par contre, on n'a pas d'effet, nous, sur les anthocyanes et les flavonols, par exemple. C'est-à-dire que ce sont des pigments qu'on suit, qui ont aussi un effet antioxydant, mais on ne voit pas d'augmentation significative avec des biostimulants de ces pigments-là. Maintenant, il y a d'autres effets antioxydants qui peuvent être mis en œuvre. C'est quelque chose qu'on pourrait suivre et mesurer au labo. On a d'ailleurs quelques prélèvements foliaires pour un stagiaire cette année, suite à une expé menée à Genève, en complément de celle du pôle légumes. Ok. Je vous propose de passer à la suite, sachant qu'il reste deux sites et la partie sur la base de données. Voilà, comme le temps passe, je propose de passer à la suite. Oui, donc je vais vous présenter les résultats observés par Vertify aux Pays-Bas, donc sur la production de tulipes, chrysanthèmes et de laitue. Je vais aller assez vite sur cette partie parce qu'on a vu dans les sondages que les pentes ornementales sont pas très cultivées par les participants de ce webinaire, mais ça peut quand même être intéressant de voir les résultats des biostimulants. Donc le premier essai a été mené sur la tulipe avec donc du coup un stress à la fois en azote, avec des différents niveaux d'apport d'azote et une irrigation coupée sur 2 périodes de sécheresse. Et donc pour cet essai, 2 biostimulants ont été testés, donc le Kelpac et le local, donc le biostimulant produit par North Sea Farm. Concernant les tulipes, il n'y a pas eu de différence entre les deux. C'est pas précisé, mais je pense qu'il parle de rendement entre 80 et 160 kg d'azote hectare apporté. Donc, il n'y a pas de différence au niveau des rendements. Et donc, du coup, pas d'effet des biostimulants observés non plus. Donc, il n'y a pas plus à dire par rapport à cet essai. Sachant que voilà, ce qui a été évalué, donc c'est la vigueur de la plante et des feuilles, et à la récolte, le nombre, la taille et le poids des bulbes. Concernant les chrysanthèmes, donc c'est la diapo suivante. Donc là, 2 essais ont été menés. Donc le premier essai avec seulement le biostimulant Kelpac et le biostimulant NSF, donc le local. Et le deuxième essai avec un troisième biostimulant qui est le Nutricine, je pense que ça se dit comme ça. Là aussi, un stress en azote, de différents niveaux d'azote apporté et des volumes d'irrigation avec différents niveaux aussi. Donc on a un volume de 200, un apport de 200% d'azote qui est considéré comme la référence, puis ensuite 100, puis ensuite 65%, et idem pour l'irrigation, le 200% correspondant à la référence. Pour les résultats à la diapo suivante. Ça doit arriver, je pense. Ouais, c'est bon. Il y a un petit décalage, je pense, de temps en temps. Donc là, on voit sur ces résultats que le Kelpac et le local semblent avoir un
un effet sur à la fois le poids, la longueur de la tige, lorsqu'on a un fort stress en azote et un stress modéré en irrigation. Donc là, on voit que sans biostimulant, le stress implique voilà, une diminution du poids de la tige et de la longueur de la tige, qui semble être légèrement rattrapée, en tout cas statistiquement parlant, il y a une différence par le Kelpak et le local. Et donc idem quand on fait le ratio poids et centimètres de tige en grammes. Donc il semble avoir un léger effet de ces deux biostimulants dans la condition où il y a un fort stress en azote et un stress modéré en irrigation, on dirait. Et donc, comme vous pouvez le voir là en bas du diapo, il y a de toute façon une réduction significative de la production, et même si on observe une amélioration avec le Kelpak et le stimulant local, on n'atteint pas les valeurs observées lorsque les stress sont moins importants à 100% d'eau et d'azote ou à 200% d'eau et d'azote. Donc voilà pour le chrysanthème, sachant que du coup avec l'autre produit, comme les résultats ne sont pas présentés, il n'y a pas eu d'effet de ce biostimulant. Et donc enfin à l'étude, donc là il y a aussi 2 essais qui ont été menés en place. Donc pareil que pour le chrysanthème, en fait il y a un essai avec seulement du Kelpak et du biostimulant local, puis il y a un deuxième essai avec le Nutricine. Et donc, du coup, les résultats ne sont pas encore disponibles. Ce qu'on peut voir de prime abord, c'est qu'au niveau des rendements, donc poids brut, poids net, il n'y a pas d'effet des biostimulants sur ces deux variables. Et donc, sur les petits burns, on n'observe pas d'effet non plus. Ensuite, il faudra voir s'il y a d'autres effets sur d'autres variables, mais pour l'instant, on n'a pas encore les résultats. Donc voilà pour la présentation des essais des Pays-Bas, de Vertify. Alors voilà, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On essaiera d'y répondre, ou si on n'y arrive pas, on fera remonter ces questions aux principaux concernés. Je propose de poursuivre sur les plantes ornementales. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on pourra prendre le bloc de questions dans la foulée de cette dernière présentation de résultats d'essai. Donc là, on reste sur des plantes ornementales. On est sur un essai sur la réduction d'irrigation sur les surfinières, donc qui est réalisé en Belgique au PCS. Et c'est uniquement cette plante-là qui sera présentée pour les essais du PCS. Donc, par rapport aux paramètres de l'essai, donc les plantes ont été soumises à un stress, d'ailleurs du coup le titre est faux, hein, parce qu'il y avait bien un stress et nutritionnel et hydrique, excusez-moi, avec une réduction de 40% des deux paramètres, donc des paramètres à la fois de nutriments et d'eau. Pas de régulateur de croissance bien sûr utilisé dans cet essai. Et ce qu'on a appliqué comme stress ici, c'est un stress hydrique ponctuel, c'est-à-dire qu'on avait une irrigation pour toutes les plantes de la même façon, et puis on a une période de sécheresse suivie d'une période de récupération pour voir quel aura été l'effet justement de ce temps de récupération et quelle plante récupère le mieux. On a ici toute une série de traitements qui vous sont présentés, donc vous reconnaissez le nom de certains biostimulants, hein, le Filgreen, le BioF20, le Kelpak, le biostimulant local également qui est tout à fait à droite. Et par rapport au contrôle que l'on a, une plante témoin bien irriguée et bien pourvue en azote, une plante témoin qui n'est ici que stressée en azote, c'est le NS, le vert foncé, une plante témoin qui n'est que stressée en eau, et une plante témoin qui possède les deux stress sans biostimulant. Par la suite, les biostimulants sont bien appliqués sur le double stress, le stress nutritif et hydrique. On voit déjà que dans un premier temps, si on suit l'eau dans les substrats, on voit que le stress souhaité s'est bien présenté, c'est-à-dire que pendant les deux dernières semaines de la période de sécheresse, on a bien des substrats chez les plantes stressées hydriquement qui sont statistiquement
bien différent des deux plans de contrôle où on n'a pas appliqué de stress hydrique et qui reste à une teneur en eau volumétrique des substrats à 50%, pendant que les stress descendent à 20-25%. Ce qu'on constate aussi comme effet du stress hydrique, c'est que ce stress hydrique et lui uniquement entraîne un développement plus important des branches, c'est-à-dire des ramifications par plante. C'est ce qu'on voit ici. Finalement, quand on a les plants de contrôle ou les plantes où on a simplement un stress azoté, on voit qu'il y a moins de ramifications que chez toutes les autres plantes qui ont subi un stress hydrique. Alors, et je continue peut-être sur la longueur des branches, on voit aussi que les stress, tous, ont réduit la longueur des branches de Surfinia. Alors ça, c'est plutôt intéressant finalement pour la production, puisqu'on recherche pour ce genre de production justement des plantes avec beaucoup de ramifications et des branches plutôt courtes. Donc c'est pas inintéressant de constater ce genre d'effet pour la plante de Surfinia. Voilà, dans un premier temps. Alors, un inconvénient, mais qui n'est, selon les spécialistes, dont Else qui est ici aujourd'hui, qui n'est pas un gros problème pour cette plante-là, pour cette culture-là, c'est qu'on a des valeurs plus faibles de masse fraîches et sèches qui ont été retrouvées après l'application de stress, et des biostimulants à base d'algues qui n'ont pas d'effet sur une récupération potentielle de cette biomasse. Mais encore une fois, par rapport au côté commercial, ce n'est pas perturbant sur cette culture-là. Ce qu'on a regardé également sur cette culture, c'est l'effet des stress et des biostimulants sur plantes stressées au niveau racinaire. On voulait voir ce qui se passait au niveau racinaire, avec ici des scores racinaires, donc des indicateurs qui sont donnés à l'observation suite à la sécheresse, puis ensuite suite au rétablissement. Alors ce qu'on voit, c'est que suite à la sécheresse, on n'a pas de différence significative entre nos traitements par rapport à ce score racinaire, à ce développement racinaire. Par contre, après la période de récupération, on a des plantes traitées au biostimulant local qui semblent avoir des racines qui se développent davantage grâce à l'application de ce biostimulant. Donc ça, c'est un effet intéressant qui est à confirmer. Et quand on regarde au niveau conductance stomatique sur ces mêmes plantes, ce qu'on constate, c'est que les plantes sans stress présentent une meilleure conductance stomatique, une conductance stomatique plus importante. Et au contraire, pendant la période de sécheresse, on a des plantes traitées au biostimulant local, donc tout à droite ici, qui ont vraiment réduit très fortement leur transpiration pour se retrouver finalement après la période de récupération à un niveau de conductance identique aux autres traitements avec stress et même un peu supérieur aux traitements témoins. Voilà, donc quelques effets quand même malgré tout à creuser pour le biostimulant local sur la partie racinaire des plantes qui pourrait aussi être liée à cette stratégie, en conséquence à cette stratégie hydrique un peu différente. Cette fois-ci, on en est à la fin des présentations sur les résultats d'essais, donc sur les couples biostimulants-capteurs. Ce qu'on peut retenir, c'est que le pilotage, en tout cas, des apports de nutriments semble intéressant et semble permettre souvent de conserver des rendements ou des qualités mesurées. Des effets des biostimulants qui sont ponctuels. Ça, c'est si on veut faire une grosse synthèse avec un biostimulant local qui semble prometteur, mais dont les effets restent à confirmer. Puisqu'on l'a testé d'ailleurs que cette année-ci, donc que en 2020, et on le retestera une dernière fois en 2021 dans le cadre de cet essai. Alors je vois qu'il y a des questions. Oui, il y a 2 questions là qui sont apparues. Je vais répondre à la première parce que j'ai quelques éléments de réponse, comme j'ai établi le calendrier de traitement pour l'essai tomates. En fait, ça dépend des biostimulants. Notamment, je pense au Kelpac, il n'y a pas d'indication en préventif d'un stress abiotique. Ce sont des stades d'application. Par contre, pour par exemple le BioF20, c'est conseillé d'appliquer 3 à 5 jours avant un stress abiotique, voilà, de réaliser une application tout en gardant en fait les stades d'application déjà prévus. Voilà pour la première question.
En complément, ce que certains fournisseurs de biostimulants demandent, c'est de s'approcher souvent de la période de stress. Alors c'est parfois compliqué à anticiper quand on est notamment en pleine terre. C'est d'appliquer le biostimulant en préventif juste avant la période de stress. C'est ce que certains nous disaient. Et pour répondre à la deuxième, j'ai pas la réponse sur la surface foliaire de Surfinia. Par contre, en effet, on n'a pas de sur les différentes cultures, on n'a pas de symptômes marqués des stress hydriques et des symptômes typiques de stress hydrique, mais c'est aussi parce qu'on souhaite rester dans des conditions, je dirais, producteurs acceptables pour la région. Les biostimulants, vous le savez sans doute, hein, sont pas mal utilisés dans des régions où les stress sont parfois bien plus marqués que chez nous. Les producteurs de ces solutions nous disent d'ailleurs que si les stress étaient plus forts, on verrait plus de choses, mais l'objectif du projet n'est pas de tester les potentialités des biostimulants au global, c'est ce qu'on a dit au départ, c'est de tester le potentiel des biostimulants et ou des capteurs à réduire un peu l'utilisation d'eau et d'intrants. Donc on ne souhaite pas se mettre dans des situations non plus trop fortes de stress. Je peux encore ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Bien Oui. sûr. Oui. On n'a pas usé des régulateurs de croissance et au expériment et donner du stress hydrique, ça c'est une alternative en fait pour, la régulation de croissance. Et ça, c'est ça qu'on a vu. Donc, des plantes plus petits, mais comme Bertrand a dit, c'est que ça on veut en fait. Donc, et on n'a pas vu tip burn ou quelque chose comme ça. Non, on n'a pas vu. C'est ça. Ok, merci. Alors n'hésitez pas à compléter avec d'autres questions et on reviendra à tout ça à la fin de notre présentation. On va enchaîner avec un sondage qui vous laisse aussi le temps d'ailleurs de poser d'autres questions si vous le souhaitez. Margot, je te laisse la main. Donc du coup, suite à cette présentation, on voudrait savoir si vous déjà, vous utilisez des biostimulants. Donc oui, et si oui, et quel type? Donc pareil, hein, vous pouvez en choisir plusieurs si c'est le cas. Donc les réponses qui commencent à arriver, là on en a déjà une dizaine, confirment que c'est effectivement souvent les biostimulants à base de micro-organismes ou d'extraits de micro-organismes qui sont les plus utilisés. Tout ce qui est biostimulants bactériens notamment, je pense. Hein. Et les extraits d'algues ne sont pas la catégorie la plus utilisée au global, mais qui était intéressant de tester pour ce projet, comme on vous l'a expliqué. Ok, on en est aux 14 réponses, j'ai envie de dire classiques. Je vais passer à la question suivante. Donc d'abord ici, et je vous la lance. Donc la deuxième question, c'est pourquoi vous utilisez les biostimulants? Quels sont vos objectifs? Donc pareil, une fois que voilà, ça y est, le sondage est en place, donc réponse multiple, si vous en avez. Du coup, les différentes réponses possibles sont la réduction d'apport en eau et donc la deuxième en engrais. Ensuite, augmenter la tolérance au froid ou à la chaleur, amélioration de la qualité de la culture ou alors augmentation de la disponibilité en nutriments. Et si vous voyez d'autres choses, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat aussi, de dire tiens, En commentaire, oui. Il y a peut-être une autre utilisation que vous en faites, ou vous souhaitez en faire.
principal objectif semble être de travailler sur la qualité des cultures avec d'autres, parce que bon, vous avez bien sûr plusieurs réponses possibles. Augmenter la disponibilité de nutriments ressort pas mal aussi. Celui qui ressort le plus, c'est l'amélioration de la qualité des cultures ici. Donc apparemment, voilà, la réduction des apports en eau et pas même en engrais n'est pas l'objectif premier. Ça revient 5 fois pour les deux, mais c'est pas l'objectif premier a priori. Oui, tout à fait. Très bien, le sondage reste ouvert de toute façon si vous souhaitez encore apporter des modifications à votre réponse. On va passer à la dernière partie sur un des livrables qui est la base de données, donc en quelques minutes, et on aura comme ça le temps de conclure sur 2-3 sondages. Mais en quelques minutes, Margot va vous présenter ce livrable-là pour que vous sachiez qu'il existe. Oui, donc sur le site internet du projet Bio4Safe, alors je pense que sur la diapo précédente, voilà, en bas à gauche, vous avez le lien. Ici, non, oui, ici, voilà, ici. Non, suivante, pardon, je me suis trompée. Oui, il y aura un petit délai du coup, mais c'est bon. Voilà, le lien est ici en dessous. Voilà, en bas à gauche, vous pourrez retrouver le lien pour accéder à la base de données. Donc là, c'est la version en anglais. Il y aura une version en français qui sera réalisée. Je pense qu'elle n'est pas encore réalisée, mais ça va être le cas. Donc la base de données, elle est assez Excusez-moi, simple. Margot. Oui. Non, c'est pas l'intention de traduire en français. Ah d'accord. C'est ce que j'avais compris, mais avant oui, mais ah d'accord, ok. Donc du coup, l'utilisation reste assez simple. En fait, vous pouvez soit taper le nom d'une culture ou d'un produit, d'un biostimulant dans la barre de recherche pour avoir des infos justement. Donc si c'est la culture, sur les biostimulants qui sont efficaces sur cette culture et sur quoi, donc quel effet on recherche. Et donc, si vous tapez le nom d'un biostimulant, vous allez avoir en fait, donc ça doit être la page suivante, je pense. Oui. Vous allez avoir en fait un descriptif du produit. Oui, C'est vrai que je prends un peu la présentation à l'envers. Je suis désolée. Voilà, ça c'est il arrive. Ça c'est le descriptif qu'on peut avoir. Voilà. Par exemple ici sur pomme. Ah non, là on a pris. Je sais pas. Je te laisse expliquer, pardon. Non, il n'y a pas de souci. Donc voilà, vous avez le nom du produit avec le type de biostimulant que c'est. Donc là, on voit que c'est un extrait d'algues. Donc tout type de biostimulant est présent sur la base de données. Il n'y a pas seulement que des algues, il peut y avoir d'autres substances dans la base de données. Donc vous avez l'effet en fait du produit. L'objectif en fait du biostimulant, les cultures à droite où des effets ont été mesurés, aussi des détails sur justement les essais qui ont été menés à propos de ce produit, et enfin les modalités d'application, disons, comment ça a été mis en place pour obtenir ces résultats. Donc cette base de données, elle a été enrichie grâce à beaucoup de recherches bibliographiques des partenaires. Donc pas seulement, c'est des essais qui ont été menés un peu partout et pas seulement en France ou même parmi les partenaires. Et donc du coup, toute culture est concernée, pas seulement les cultures qui ont été testées qui ont été évaluées dans les essais présentés précédemment. Donc voilà, c'est aussi des biostimulants qui sont disponibles sur le marché en fait. Donc voilà, la base de données est prête, elle est prête à l'emploi. Vous pouvez aller sur le site et elle est déjà en ligne. Et les résumés sont quand même simples à comprendre, comme vous avez pu voir sur l'exemple qui a été présenté, avec notamment les références bibliographiques. Voilà. Alors, je ne sais pas si... Je pense que tu peux passer. Donc cette base de données, elle n'est pas figée, hein, elle peut toujours être améliorée par tout le monde, toutes les personnes ayant des informations sur ces biostimulants. Donc du coup, via le site, vous pouvez vous-même l'améliorer grâce à votre expérience.
tout comme les producteurs de biostimulant, même s'il n'y en a pas de présent aujourd'hui, les chercheurs et donc vous, les producteurs. Je pense que c'est tout pour cette partie-là. Voilà, donc si vous avez d'autres questions... On en arrive effectivement à la fin de la présentation. Donc, on peut prendre des questions plus générales et puis Else, Margot et moi, puis également Seb et Pauline éventuellement selon les questions, on essaiera d'y répondre dans le temps qui reste pour, je vais dire, prendre un peu la température en conclusion. Je vais vous relancer 2 sondages et n'hésitez pas, 3 peut-être même, et n'hésitez pas à compléter et à poser des questions s'il en reste. Voilà, le 8e est lancé. Donc du coup, là, plutôt pas, sur... oui, pardon. Vu qu'on n'est pas très nombreux, si vous avez des suggestions à faire, je pense qu'en commentaire, vous pouvez toujours indiquer si par exemple vous ne la trouvez pas utile de le dire pourquoi en commentaire. Alors, il y a une question sur une possibilité d'élargir les essais à un champ. Donc, en fait, je vais parler juste pour le légume. Après, pour les autres partenaires, je ne pourrais pas répondre. Mais cette année, on a déjà mis en place un essai plein champ sur chou-fleur qui n'a rien donné. Donc, en fait, c'est un essai où on a juste mesuré l'effet des biostimulants. On n'a pas utilisé de capteur. Et on n'a pas vu d'effet. En fait, ce qu'on a constaté, c'est que c'était un essai où on a réduit en fait la fertilisation. Et ce qu'on a constaté, c'était plutôt un effet date de récolte. C'est-à-dire que en tout cas, les biostimulants n'ont pas eu d'effet. Et même au niveau de la fertilisation, il me semble, il faudrait que je remette dedans, mais il me semble que c'est ça. Les modalités les plus fertilisées ont été récoltées plus tôt, en fait, parce qu'elles ont atteint le stade de récolte plus rapidement. Mais on n'a pas constaté d'effet biostimulant. Il est toujours plus compliqué d'aller en plein champ. On l'avait fait aussi avant ton arrivée, Margot, sur la laitue, où à nouveau, il n'y avait pas d'effet. Ce qui est intéressant quand même de se dire, c'est que quand il n'y a pas d'effet, quand on réduit, alors il est compliqué de contrôler l'irrigation et les apports d'eau bien sûr, hein, mais quand il n'y a pas d'effet, quand on réduit les apports d'intrants type l'azote, c'est quand même intéressant de se dire qu'il est possible d'avoir les mêmes rendements avec des apports réduits. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit continuer à étudier, ça c'est évident, qu'il y ait un effet ou pas des biostimulants. Côté Issa, on va regarder un peu ce qui se passe aussi sur la culture de blé, un peu par opportunisme, parce que c'est une culture qu'on utilise pas mal au labo. Donc il y a des choses qui sont en cours. Mais ce sera plutôt au labo pour l'instant et pas encore en plein champ. Merci pour vos réponses. On a récupéré globalement les réponses. Donc content de constater que ça vous a paru l'avoir trouvé au moins utile, donc c'est bien. On poursuit du coup les sondages avec le suivant. Je vais d'abord vous mettre le texte, vous ayez le temps de le lire et je te laisse expliquer, Margot. Donc là, ce qu'on voudrait savoir suite à cette présentation, c'est est-ce que vous pensez être amené à utiliser des capteurs à l'avenir? Est-ce que vous êtes plus ou moins susceptible à le faire? Donc voilà, le sondage est en place. Peut-être encore deux choses à ajouter, Bertrand et Margot. Oui. Le but de dernière année, c'est vraiment de faire des essais démonstratifs chez les producteurs. Normalement, quand il n'y avait pas de Covid, on voulait bien les visiter avec beaucoup de gens. Ça ne va pas être possible, mais peut-être qu'on peut partager aussi les résultats avec un webinaire, avec des autres manières. Ça, c'est le but de l'année suivante. Et aussi,
Ben, j'ai oublié l'autre chose que je voulais dire. Non, et en effet, pour compléter, c'est vrai qu'on a ici aujourd'hui quelques producteurs présents. Voilà, on a la chance d'avoir le pôle légumes qui réalise des tests grandeur nature. Voilà, si vous êtes aussi partant pour certains tests in situ chez vous, qu'il y a des choses faisables, n'hésitez pas à revenir vers le pôle et on pourra envisager ça dans le cadre du projet, oui, c'est sûr. Tout à fait. Et du coup, pour ça, si vous êtes intéressé par mettre une démonstration chez vous, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. De toute façon, vous aurez accès au PowerPoint, il vous sera transmis. Mon mail sera dedans. Oui, et je sais de nouveau la deuxième chose. C'est qu'on a aussi un webinaire et Pauline a justement fini avec l'invitation, mais ça va être en anglais. Et c'est concernant biostimulant business opportunities and the new European biostimulant legislation. So it will be more about legislation then. Les choses bougent beaucoup à ce niveau-là en ce moment, donc c'est vrai que l'idée est parler aussi. Et c'était un des livrables du projet, c'est d'avoir ce probable, je dirais, protocole d'évaluation des biostimulants, qui est une demande aussi européenne. Oui, c'est ça. Et ça va être le 16 février à 2 heures l'après-midi. Mais l'invitation, on va encore... Elle suivra, oui. C'est ça. Hein. Si vous êtes invité à celle-ci, vous serez invité également par le pôle, du coup, à la suivante. Donc, malgré tout, donc un petit 50% qui pourraient utiliser davantage les capteurs. Donc vous trouverez aussi des infos sur ces capteurs, leurs coûts. Les capteurs les plus simples sont bien sûr les moins coûteux également. Mais vous trouverez d'autres infos qu'on peut aussi vous fournir quand c'est nécessaire. Mais voilà, n'hésitez pas à compléter les échanges. Et la dernière question qu'on souhaitait vous poser, je vais la lancer. Si elle veut bien, voilà. C'est la même question au sujet des biostimulants, du coup. Est-ce que vous êtes plus ou moins susceptible? Ah oui, voilà. C'est bon? Voilà, donc à l'instar des capteurs, on voudrait savoir si maintenant, après cette présentation, vous êtes plus ou moins susceptible d'utiliser des biostimulants. Et donc, le temps que les réponses tombent, pour répondre à la question, le webinaire sur la législation, ce sera le 16 février à 14 h. Et donc, vous allez recevoir un lien, comme ça a été envoyé ici pour ce webinaire-ci. 16 février, 14 h. Voilà, elle s'avait ajouté. OK. Donc, en termes de biostimulants, on a vu que vous étiez déjà utilisateur, donc quelques-uns, 3 personnes nous disent qu'il est possible, il est probable qu'ils en utilisent davantage. Pour une autre partie, 4 personnes, on n'aura pas de changement, mais aussi je suppose que vous étiez déjà des utilisateurs. Les autres continuant à réfléchir, et on espère apporter des réponses par la suite aussi hein, sur l'intérêt que ça peut avoir. Ou pas. Très bien. Ben, je pense que du coup là, ça nous a permis de balayer l'ensemble des éléments qu'on voulait vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas, donc vous allez recevoir donc, dans la suite de la présentation les liens vers la vidéo, également vers la présentation. D'ailleurs, je vais couper l'enregistrement. S'il vous reste donc des